Les talibans maîtres de Kaboul, si ce scénario était largement envisagé, la rapidité avec laquelle il s'est mis en place interroge. C'est un séisme géopolitique au niveau régional qui aura des répliques à travers le monde. Gérard Chalion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géostratège et spécialiste des conflits irréguliers, auteur notamment de Pourquoi perd-on la guerre, un nouvel art occidental. C'est sorti en 2016 chez Odile Jacob. Avec nous également depuis Bruxelles, Nicolas Gosset, bonsoir à vous aussi. Vous êtes chercheur sur l'Asie centrale à l'Institut Royal Supérieur de Défense en Belgique. Première chose, Gérard Chalion, les talibans ont repris l'Afghanistan en un temps record sans résistance de l'armée. Ça semble presque un peu mystérieux, ça vous interroge ? Je trouve que l'armée s'est effondrée de façon inattendue à ce point-là, particulièrement Kaboul. Parce que M. Ashraf Ghani nous avait dit, bon ben voilà, ici c'est la place forte, il y a 5 millions d'Afghans, ils n'ont pas du tout envie de retomber sous le joug des talibans, nous allons nous battre. Et il s'est effondré, il a quitté le pays, bref. On peut imaginer des accords secrets négociés à Doha ? Oui. À mon avis, il y a eu indiscutablement des discussions auxquelles les Américains ont participé en disant, bon, les Américains auraient pu bombarder, par exemple. Bon, ils ont une force aérienne absolument unique. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que M. Biden a admis le fait que la guerre est perdue. Et effectivement, elle est perdue. Enfin, à mon avis, moi j'y ai été tous les ans à partir de 2004. Et en 2011, j'ai écrit un bouquin en disant « L'impasse afghane, c'est fini, la guerre ne peut plus être gagnée ». Il y avait eu l'effort précédent avec le général Petraeus qui avait dit « Bon, ce qu'il faut faire, c'est de la contre-insurrection ». Puis il s'est aperçu que c'est trop tard. Bon. On va revenir sur ces dernières années. 20 ans après leur chute, les talibans reprennent Kaboul sans combattre. On revient sur 20 ans d'échecs internationaux en Afghanistan. « 11 septembre 2001, le commanditaire désigné de ces attentats, Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, se cache dans les montagnes afghanes. En représailles, les États-Unis déclarent la guerre aux talibans. En moins de 3 mois, les forces américaines et britanniques, avec l'aide de l'Alliance du Nord, les chassent du pouvoir. Un président démocratiquement élu s'installe à Kaboul. Vous m'avez accordé votre confiance, vous m'avez honoré. Vous m'avez encouragé. Je suis un humble serviteur de Dieu. Inch'Allah. Je servirai mon pays, mon peuple, ma religion et tous les Afghans. Merci de votre confiance. Les alliés de l'OTAN se partagent alors le pays. Chacun sécurise sa province et tente de la reconstruire. Des instructeurs sont déployés sur le terrain pour former l'armée et la police afghane. Après une dizaine d'années de présence, les Européens quittent l'Afghanistan les uns après les autres. En 2012, c'est le tour des Français. Au mois de mai, quand le président de la République a annoncé le désengagement de Capissa-sur-Aubuis, je me disais qu'il faudrait encore quelques mois pour réussir justement à inscrire dans la durée tout ce que nous avons pu apporter à la police et à l'armée afghane. Aujourd'hui, je pars vraiment le cœur léger en sachant qu'ils sont capables de prendre leurs responsabilités. Cette présence occidentale depuis 2001 insuffle à la société afghane un vent de liberté. Dans les grandes villes, les jeunes femmes ne portent plus la burqa. Les grandes, comme les petites, retrouvent le chemin de l'école. Une nouvelle génération de femmes et d'hommes, députés, ministres, mais aussi intellectuels et artistes commencent à émerger. L'effort international commence à porter ses fruits. Mais à partir de 2018, Washington tourne le dos au gouvernement démocratiquement élu. Sans associer le président Ashraf Ghani, les Américains négocient avec les talibans. Le 29 février 2020, les États-Unis et les talibans signent un accord qui prévoit le retrait militaire américain. Le sort du peuple afghan est scellé. Nous allons continuer à assumer nos engagements et je ne regrette pas ma décision. 5 jours plus tard, les talibans entrent à Kaboul après avoir repris le contrôle du pays sans pratiquement aucun combat. Depuis 2001, les Occidentaux auront dépensé 1,860 milliard. Les pertes humaines sont 3 886 soldats américains et alliés, 70 000 soldats et policiers afghans et 47 000 civils. 20 ans après, les Afghans sont aujourd'hui abandonnés par la communauté internationale. Nicolas Gosset, c'est l'effondrement du mythe de la toute-puissance de l'Occident aujourd'hui aussi à laquelle on assiste ?
En tout cas, c'est la révélation de la grande désillusion de toute l'action des forces militaires, d'abord américaines, mais aussi occidentales, otaniennes, européennes, en général depuis 2 décennies. Et je veux dire, grande désillusion, grand retournement de l'histoire. On peut essayer de tordre le bras à l'histoire en disant aujourd'hui que finalement la mission a été accomplie lorsque on s'est débarrassé de Ben Laden. Déjà, Ben Laden n'a pas été pris en Afghanistan, mais bien au Pakistan. Et alors, comme le disait Gérard Chaliand, on part 10 ans trop tard si c'était question de cela. On peut finalement alléger le poids de la responsabilité, mais faire l'impasse sur tout le projet qui a été celui de stabilisation, de construction de l'État afghan et de soutien au gouvernement de Kaboul et à ses forces de sécurité révèle l'empereur nu que tout ça a été pendant 15 ans quasiment. On va revenir à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une victoire militaire, c'est aussi une redoutable victoire politique. Les talibans ruraux de 96 ont laissé la place à des talibans connectés, polyglottes. Ils maîtrisent leur narratif, ils maîtrisent leur communication, ils sont politiques. Oui, ils ont travaillé sérieusement et aidés par les Pakistanais. Il ne faut pas oublier dans cette affaire le rôle du Pakistan. Le Pakistan a collaboré avec les Américains contre les Soviétiques et après il a collaboré avec les Américains contre les Américains. En fait, les vainqueurs, c'est eux. C'est eux qui ont formé les talibans. Talibans, ça veut dire étudiants. Ce sont des jeunes Afghans qui vivent à l'intérieur du Pakistan, qu'on a envoyés dans des médressas, c'est-à-dire dans les écoles religieuses, extrêmement fermes. Ils ont été formés idéologiquement. On leur a donné un entraînement militaire. Ils ont été armés et on les a envoyés. Et d'une façon générale, les Pakistanais les ont véritablement très bien formés, accueillis. Ça a été un sanctuaire fameux. Bon, le fait que Ben Laden a vécu chez eux pendant 10 ans est caché, qu'il a fallu que les Américains aillent le débusquer. Tout ça, ça montre bien, si vous voulez, que dans cette affaire, les Pakistanais ont été fondamentaux. Le Premier ministre Imran Khan estime d'ailleurs que l'Afghanistan vient, je le cite, de briser les chaînes de l'esclavage après 20 ans de guerre. Qui se réjouit de ce retour au pouvoir des talibans? Le Hamas à Gaza a par exemple salué cette victoire. La Chine, elle, a assuré ses arrières avec d'intenses tractations ces dernières semaines. Les talibans afghans ont exprimé à plusieurs reprises leur espoir de développer de bonnes relations avec la Chine. Ils attendent avec impatience la participation de notre pays à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan. Ils ne permettront jamais à aucune force d'utiliser le territoire afghan pour mettre la Chine en danger. Nous nous en félicitons. Nicolas Gosset, c'est la réponse classique de la Chine, c'est-à-dire on assure ses arrières économiques? Vous l'analysez comme ça? Oui, mais le positionnement de la Chine est quand même très révélateur, très intéressant sur la question et montre, dans le discours de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il y a un moment où elle mentionne que finalement, c'est l'autodétermination du peuple afghan qui prime. Donc, dans la conception officiellement affirmée par Pékin, les talibans arrivant par la force au pouvoir, parce qu'il s'agit de ça, c'est l'autodétermination du peuple afghan. Ça montre à quel point la Chine est très pragmatique, mais aussi très opportuniste sur le sujet afghan aujourd'hui. Il y a finalement une volonté de prendre acte de la défaite américaine, certainement à l'avantage politique et géostratégique de Pékin, et directement de placer ses pions économiques, puisque l'Afghanistan, carrefour de l'Asie centrale, on va regarder une carte. Voilà. On va regarder une carte puisque vous parlez de ça, parce que c'est très intéressant. On va voir. Il y a une frontière commune avec la Chine, elle est toute petite, mais aussi une frontière avec l'Iran, le Pakistan qu'on évoquait à l'instant, et avec 3 pays de la sphère russe, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Le fragile équilibre régional est-il remis en question selon vous, Nicolas Gosset? Et qui sont les alliés des talibans dans la région? Écoutez, l'équilibre régional, il est constamment remis en question depuis 4 décennies de guerre en Afghanistan. Donc aujourd'hui, effectivement, l'allié pakistanais, l'allié naturel des talibans, finalement, l'état formateur de ce que représente le mouvement taliban aujourd'hui. Le positionnement iranien va être extrêmement intéressant à voir se dévoiler dans les prochaines semaines, parce que historiquement opposé aux talibans, mais semble beaucoup plus attentiste aujourd'hui. Et la grande peur des républiques d'Asie centrale, la grande peur des républiques d'Asie centrale par rapport à tout risque de débordement du mouvement taliban, ils cherchent avec Moscou à obtenir des réassurances aujourd'hui. Et c'est en ce sens qu'il faut aussi
apprécié le positionnement de Moscou et la volonté de nouer langue avec les talibans, clairement. Il y a un autre point qui est intéressant à décrypter aussi. Le mouvement se décrit avant tout comme, les talibans se décrivent avant tout comme religieux. Il reste ce mouvement avant tout islamo-nationaliste, pas de vocation djihadiste. Quels liens vont se mettre en place avec Al-Qaïda? C'est la question à $1000, on ne sait pas. On pense qu'en principe, les Américains tenaient à ce que ça reste une révolution nationale et pas du tout un djihadisme international. On va voir quelle est la force effective d'Al-Qaïda, combien ils sont, quel effort ils vont faire. En tout cas, en ce qui concerne les Russes, par exemple, en Ouzbékistan, au Turkménistan, au Tadjikistan, ils vont prêter main forte pour que ça ne déborde pas de ce côté-là. Les Chinois n'ont pas intérêt à ce que ce soit des djihadistes non plus, parce que ça voudrait dire qu'ils vont aider les Ouïghours du Xinjiang. Ils ont bien mieux à faire que cela, c'est-à-dire injecter de l'argent, développer les routes de la soie, etc. etc. Donc les talibans ont plutôt intérêt à faire attention sur ce plan-là, c'est ça que vous nous dites? Très, très. Ils ont intérêt à ne pas exagérer, parce qu'ils n'ont pas que des amis tout autour, ni les Russes, ni les Américains. Il n'y a que les Pakistanais, mais enfin, même Pakistanais, il ne faut pas non plus qu'ils se fassent trop d'illusions sur les talibans, qui sont quand même des Pashtuns, c'est-à-dire qu'il y a aussi des Pashtuns au Pakistan, avec une histoire de grand Pashtounistan, etc., qui sert en tout cas de, comment dirais-je, de levier. Je reconnais par exemple qu'ils n'ont jamais accepté la ligne du rang qui, en principe, divise le Pakistan en deux. Bon, c'est-à-dire que... On sait que c'est de relations entre les deux pays qui voilà, vont être assez sensibles à observer. Donc, on va voir dans les semaines qui suivent comment les choses vont s'articuler. En tout cas, pour l'instant, ils ont gagné. Pour les États-Unis, c'est un remarquable fiasco. Quelle vie dorénavant en Afghanistan? Les talibans disent vouloir améliorer le confort des Afghans. De quelles ressources ils disposent, Nicolas Gosset? Écoutez, là on est quand même vraiment dans un narratif de légitimation aujourd'hui par rapport à la communauté internationale, parce qu'on a quand même des déclarations des talibans quant à l'amélioration de la condition matérielle des Afghans et du développement de politiques inclusives par rapport aux femmes, dont véritablement on peut questionner le fondement et même la croyance. Mais là il y a clairement une stratégie de polissage de l'image du mouvement taliban, une sorte de stratégie pour gagner une forme d'acceptabilité de la communauté internationale qui va jouer sur deux plans. D'abord pour l'essentiel face à l'abandon des affaires intérieures afghanes sur la question du lien avec le terrorisme international, effectivement Al-Qaïda, le lien avec les djihadistes, ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir sur le plus long terme. À l'interne, eh bien, on peut douter que véritablement les talibans sur la durée se départissent de ce qui est leur ADN même, c'est-à-dire des politiques islamistes, réactionnaires, répressives, de toute voix dissonance et de toute forme de modernité non islamique dans le pays. Donc là on est vraiment, je pense, dans une phase de communication et les talibans sont passés maîtres au cours des 10 dernières années dans le travail de leurs relations publiques. Ils sont devenus bons en relations publiques alors qu'avant 2001 c'était vraiment des héritiers des moudjahidines, des montagnes afghanes. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont connectés, qui savent communiquer et qui savent sur quels sujets ils sont attendus à l'international. Quand est-ce qu'on va découvrir le vrai visage des talibans? Dès que tous les visage internationaux des talibans, seront on va partis? le découvrir lorsqu'ils vont arrêter de faire patte de velours. Quand les étrangers seront partis? Le temps de stabiliser un peu la situation, d'être acceptés, de ne pas trop déplaire à ce qu'on appelle la communauté internationale, qui d'ailleurs n'existe pas. Et puis, ils vont montrer leur vrai visage. Leur vrai visage, il est totalitaire. Ce sont des gens qui veulent ne pas discuter. Ils vont régler l'affaire comme ils l'entendent, c'est-à-dire que les femmes seront tenues, les gens devront se plier à leur volonté. Et de toute façon, on n'a pas devant nous le moindre syndrome démocratique, malgré tout ce qu'ils font pour essayer de faire croire que, ma foi, ils sont l'expression même de ce que voudrait le peuple afghan. Vous évoquez la communauté internationale. On a vu la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres a parlé.
On attend une allocution de Joe Biden. Il va s'adresser aux Américains d'ici à 4 heures à peu près. Qu'est-ce qu'il peut bien leur dire? Du vent. À mon avis, des promesses, du vent, rien de sérieux. On est dans la communication, pas du tout dans, comment dirais-je, s'inscrire dans une réalité qui va modifier les choses. Mais est-ce que ça n'est pas une réalité pour les Américains qui vont regarder, de se dire la guerre est finie? C'était un problème, tous ces militaires qui mourent en Afghanistan. Est-ce que Joe Biden restera comme celui qui a connu une débâcle à Kaboul, ou est-ce qu'il restera comme celui qui a enfin mis fin à cette guerre? Les deux versions vont coexister. C'est-à-dire que pour certains, bon, c'est un lâcheur. Pour d'autres, il est celui qui, en définitive, a fait ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Après tout, M. Donald Trump n'est pas parti. Il a dit il faut partir. Et il avait 4 ans pour partir. Donc on ne peut pas accabler entièrement M. Biden, sauf que la crédibilité des États-Unis comme alliés fait doute. Merci beaucoup Gérard Chaliand d'être venu nous voir dans 64 minutes. Allocution de Joe Biden, du président français également. Nous y reviendrons demain. Et merci à Nicolas Gosset d'avoir été avec nous également depuis Bruxelles. À très bientôt. Merci.